Alors, pour ce qui est derrière, en fait, pour moi, ma référence, ce n'est pas Popper, c'est Korzybski à sémantique générale. Korzybski disait que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il travaille en non-aristotélicien. La perception, ce qu'on perçoit, ce n'est pas le monde réel. La carte, c'est qu'une représentation que fait le géographe d'un territoire, mais qui ne montre qu'une partie des choses. La réalité est beaucoup plus vaste, et du même territoire, on peut faire plusieurs cartes qui montreront des choses différentes. Il faut en être conscient. Il y a une réalité, et il y a ce qu'on perçoit, et les deux ne sont pas forcément en adéquation. Et ça, c'est un exemple de ce qui se passe, et qui malheureusement nous a fait que l'on est arrivé à peut-être un véritable accident industriel scientifique. On se rend compte que on a de plus en plus de papiers qui montrent que ce que l'on a dans les expérimentations, les résultats que l'on a, ne sont pas reproductibles. Ça pose des problèmes. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, mais donc quelle est la validité de ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Puisque c'est pas reproductible. Donc c'est faux. Et pourtant on a trouvé. Donc ça devrait être vrai. Qu'est-ce qui est derrière? Eh bien, ce qui est derrière, en fait, on se rend compte que, en réalité, c'est que les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent la carte et le territoire. Ce qu'on recherche, normalement, c'est de prouver ou d'infirmer une hypothèse compte tenu des données que l'on a. C'est ce que veut le médecin, c'est ce que veut le scientifique. C'est tirer une conclusion de son résultat. Or, ce que fournissent les tests statistiques, donc l'outil qu'on utilise, la carte qu'on utilise, qui montre le territoire, c'est tout simplement quelle est la probabilité d'obtenir de telles données, sachant qu'on est habituellement en hypothèse nulle. C'est pas du tout la même chose. D'autant que ce qui va encore plus loin dans la confusion, c'est que ceci, la décision que l'on prend là, on la prend, traditionnellement, si on prend des marches personnes, à un risque dit alpha per espèce, un risque que l'on fixe à 5%. On verra pourquoi derrière. Alors qu'en réalité, ce que fournissent les tests statistiques, c'est la probabilité d'observer de telles valeurs compte tenu de l'idée que l'on est en hypothèse nulle, c'est-à-dire un petit p. Et les deux ne sont absolument pas la même chose, bien que ce qui fournit encore plus de confusion, dans les deux cas, on a 0,05. Donc résultat, c'est un véritable bouillabaisse que l'on a dans la tête et qui empêche d'aboutir à de vraies conclusions. Alors pourquoi? Vous vous rendez compte que là, alors j'aime beaucoup m'appuyer sur l'historique pour voir comment les idées sont construites et comment on peut arriver à des problèmes. En fait, la probabilité, c'est quelque chose qui est assez récent. Elle est née dans un empan temporel de 10 ans autour de 1660. Et en fait, c'est arrivé par plusieurs façons. Il n'y a pas eu quelqu'un d'un coup, un génie qui a dit c'est le probable, et qu'à partir de là, on est arrivé à quelque chose, à une théorie. Non, il y a eu plusieurs émergences qui étaient en parallèle. Tout d'abord, le texte fondateur, c'est en fait la lettre de Pascal à Fermat qui a énoncé la notion de probabilité, et ça autour d'une notion de jeu. Vous voyez que la notion, en fait, maîtresse qui était là au début, c'est la notion d'incertitude et de gain. Et déjà, la notion d'incertitude qui apparaissait. Et puis, simultanément, quasiment, en parallèle, Christian Huygens a sorti son premier traité de probabilité. Mais tout ça, c'était indépendant, hein, les gens ne se concertaient pas. Puis, à côté de ça, on a eu d'autres émergences qui étaient à peu près similaires. Grant, qui a sorti ses premiers textes d'inférence statistique à partir des statistiques de mortalité à Londres, où il a fait de l'inférence, on peut dire ce qu'on voudra, mais c'est de faire l'inférence et de trouver pour quelles raisons et qu'est-ce qui distinguait certains décès d'autres. Et puis on a Lannis, qui, en bon enfant de juriste, a essayé de formaliser une méthodologie de vraisemblance autour de la décision juridique. Comment peut-on appuyer une vraisemblance? Comment peut-on pondérer la vraisemblance pour avoir une décision juridique étayée? Vous voyez, donc il y a deux axes en fait. C'est à la fois la notion de probabilité dans la notion de gain et d'événement, quelque chose d'associé à un événement, et quelque chose qui est associé à décision. Ça se retrouve en fait dans la notion de probabilité qui fondamentalement est duale. La probabilité en fait a deux aspects. D'abord, une finalité statistique, celle qu'on voit le plus couramment en statistique justement, c'est de dire, on essaie de trouver les lois des processus aléatoires. En gros, on a un événement, quelle vraisemblance on va donner à un résultat de cet événement? C'est une pondération de vraisemblance malgré tout.
mais sur des événements qui vont survenir et qu'on appelle aléatoires. À côté de ça, on a une autre finalité, finalité épistémologique au sens anglo-saxon, c'est-à-dire finalité au sens d'évaluation de la vraisemblance d'une connaissance. Et là derrière, c'est l'axe, ça c'est l'axe pascalien, ça c'est l'axe plutôt de Leibniz, c'est on va essayer d'affecter une valeur de vraisemblance à une connaissance. Et en réalité, quand on fait des statistiques, on est dans les deux. C'est-à-dire qu'on a des observations, des événements qui ont des probabilités, et on va essayer d'affecter une vraisemblance à une conclusion qui est inférée à partir de ce qu'on observe les probabilités. On est ici. Alors, la première étape qui a permis d'arriver là-dedans, c'est le duo de Laplace et de Gauss, Frédéric Gauss. Tous les deux ont travaillé sur des mesures, essentiellement des mesures astronomiques. Ils ont essayé de trouver des trajectoires des corps astraux à partir de mesures, des mesures fluctuantes. On pointe un télescope, on relève une ascendante déclinaison, on relève ça, seulement il y a des tas de choses qui font que ça ne tient pas trop la course. Eh bien, ils ont essayé de trouver une technique permettant, à partir des observations, de pouvoir identifier le vrai parcours. C'est-à-dire qu'on part d'une mesure, on regarde quelle est la fréquence relative des différentes valeurs de cette mesure. À partir de là, on va trouver des probabilités de valeurs pour cette même mesure. On déduit des vraisemblances de la mesure. En réalité, ce qui, en gros, c'est compte tenu d'une mesure qui a des variabilités, quelle est la valeur sous-jacente la plus vraisemblante qui est derrière. Et tout ça, ça part du principe qu'il y a des régularités dans l'univers. Chose à voir. Et donc, à partir de là, a été construite la notion, c'est là qu'est apparue la notion, on verra, d'erreur, qui est un écart par rapport à la valeur théorique. C'est-à-dire l'erreur, c'est l'écart d'une mesure par rapport à sa valeur réelle. En gros, l'écart à la moyenne, pour simplifier. Et à partir de là, on a essayé d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de standardiser cette mesure, lui donner une unité, lui donner une possibilité de la représenter de façon indépendante de l'observation, indépendante de l'unité et du domaine d'application. Alors, la première tentative, ça a été avec Galton, qui a travaillé sur cette notion d'erreur probable. Il appelait ça la valeur Q. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la valeur, la tendance centrale, on prend la valeur moyenne, et puis on lui affecte un intervalle tel qu'on a 50% des observations qui sont autour de la moyenne. C'est ça l'erreur probable. Et c'est comme ça que les statisticiens, au début, ont essayé de mesurer les écarts de l'observation par rapport à ce qui aurait pu être attendu. C'est tout bête, mais ça commence avec ça. Et puis l'intérêt, c'est qu'on a sorti les premières tables, du coup. On a pu tabuler ces valeurs. Donc ça a affecté une probabilité à une observation. Ça a été un énorme pas. Mais c'était pas terrible, ça encore, parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a essayé de revenir plus à quelque chose qui était plus rapproché de la moyenne. Là, on était encore en relation avec la surface de la courbe. On a voulu être beaucoup plus proche de la notion de moyenne. Et progressivement, on voit Karl Pearson qui a en fait introduit un passage allant de l'erreur probable à l'écart type, en montrant bien que l'erreur probable, c'est moyenne, plus ou moins 0,67 écart type. Et on a commencé à travailler le pas. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est pas tellement un pas en termes de fondamental, mais un pas en termes de j'introduis la notion d'écart type. Et j'ai introduit ça dedans. Et vous voyez que la façon de raisonner était très simple. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'il appelle la standard deviation de l'écart type, et puis à partir de là, on va déduire quelle est la probabilité d'observer de telle valeur. Regardez la façon dont les gens concluaient. Avec l'observation dont la probabilité était de 0,55, ça correspond remarquablement bien avec l'hypothèse nulle, avec la distribution de référence. Et par rapport à la distribution de référence, vous voyez ce qu'il faisait. 0,28, raisonnablement présenté. 0,10, c'est pas vraiment improbable que ça appartienne à une distribution de référence. 0,14, ça devient vraiment très improbable que ça appartienne à la distribution de référence. Et alors là, à 1,6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est totalement irraisonnable de considérer que ça appartient à une distribution de référence. Vous voyez le genre de raisonnement, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. On fait de l'inférence sur la probabilité d'observer de telle valeur
compte tenu du hasard. Mais la vraie révolution, c'est Guinness qui l'a apportée. Pourquoi Guinness? Ben parce qu'à l'époque, il y a eu un ingénieur qualité qui s'appelait William Gossett et qui a publié justement sa façon d'envisager la démarche qualité, l'échantillonnage, en publiant ce travail sous le nom de Student. Qu'est-ce que Student a apporté? Oh, pas grand-chose, sauf que la décision statistique. Lui a introduit... Il n'avait pas le droit de donner son nom. Ah, il n'avait pas le droit. Guinness avait dit, vous pouvez publier, mais pas votre nom. Donc, bon, ok, ça va. Et il a bossé avec Fisher, d'ailleurs. Pas le même. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté? Cette notion de décision statistique. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir décider, je vais dire que ce que j'observe a une telle rareté que je peux dire que ça ne correspond pas à ma référence. C'est tout simple, hein? Pourtant c'est important. Et voyez que cette notion de pari, en parlant d'écart par rapport à l'erreur probable, toujours avec l'erreur probable hein, pour l'instant, eh bien, on parle notion de significance, différence significative. Vous voyez, le mot est apparu, il n'existait pas avant, c'est là que c'est apparu. Ici, voilà, là, il parlait d'erreur probable, et en termes de ratio, de pari entre je suis à H0 ou je ne le suis pas. Quel est en fait le ratio entre ce que j'ai, le ratio de la surface de ma courbe au-dessus de ma valeur par rapport à la surface de la courbe que j'ai ici. Et c'est ça le ratio qu'ils utilisaient. Après ça, on est allé un peu plus loin et on a vraiment introduit cette notion de rejet. Jusque-là encore on ne parlait pas de rejet, l'hypothèse nulle. C'est à peu près donc ici, vous voyez, dans les années 1910, qu'on a introduit cette notion de rejet, où à partir d'une certaine valeur, on va considérer en effet que je suis vraiment en différence statistiquement significative, qu'on dirait maintenant. Et il y avait déjà à l'époque, en réalité, deux seuils. Vous vous rendez compte que là, il y avait un premier seuil dans le cas des expérimentations soigneusement conduites, et le seuil, c'était 3 erreurs probables, soit un ratio de 1 sur 22, entre ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous de ma valeur dans la courbe, soit, en tout venant, si vraiment je veux être sûr, ce sera un ratio de 1,30, correspondant en gros à 3,2 erreurs probables. Vous voyez qu'on passait de 1,22, et puis là, il disait que c'est un pari de 1 sur 30 qui me donne quelque chose de vraiment original, qui me dit que je suis vraiment quelque chose de inhabituel. Voilà, le terme c'est inhabituel. Et puis ensuite, voilà, tout ce que l'on vient d'ici date de 1926. Le seuil de signification à 5% a été complètement cristallisé par Ronald Fisher. En fait, pour lui, le petit p, il considérait d'abord que, compte tenu de ce qui se passe, la valeur de 5% d'erreur, donc en gros de 1 contre 20, était vraiment un seuil tel que, avec un note au-dessus, j'étais encore dans H0, et puis au-delà, j'avais quand même quelques idées de vraiment rejeter H0. Mais ce qui est important, ce qui est fondamental pour Fisher, c'est ceci. C'est ces deux lignes-là. Le petit p n'est qu'une probabilité subjective qui dépend de l'observation. On referait notre expérimentation, la probabilité de trouver un nouveau, même petit p, est absolument quasi nulle. C'est totalement lié à l'expérimentation. Première chose, ce n'est qu'une mesure de désaccord entre les données et l'hypothèse d'adéquation à distribution théorique qu'on a fournie. Ensuite, ça c'est important, l'hypothèse nulle ne sera jamais prouvée ou établie, elle est possiblement rejetée. C'est très important. Et puis c'est lui qu'en fait, c'est à partir de là, vous voyez que en fait, toute la mécanique qui nous mène à 5% est très simple. Erreur probable, vous vous souvenez, la référence historique. On se voit que c'est 0,60 fois l'écart type. En gros, à peu près 2 tiers d'écart type. Ça signifie que si on prend 3 fois erreur probable, planche précédente, on aboutit à 2 écarts types. Ce que pose donc Fisher.
2 écarts types, c'est un note de 1 à 20, c'est-à-dire l'erreur à 5%. Et voilà pourquoi on a cette valeur de 5% qui existe actuellement. Alors, c'est bien, sauf qu'il y a 2 turlupins qui sont arrivés. Neyman et Pearson. Egon Pearson, c'est le fils de Karl Pearson, qui était lui-même le maître de Ronald Fisher. C'est un tout petit monde là. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, vous voyez que le principe de dire que l'hypothèse nulle était possiblement désapprouvée, ça a quand même pas mal travaillé les gens, notamment les philosophes. Et ils sont partis, en fait, des travaux, des discussions de Bertrand et de Borel, qui discutaient sur la possibilité ou non de rejeter l'hypothèse nulle. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va travailler sur deux domaines. On a l'hypothèse nulle, mais on va créer l'alternative, qui sont non pas une, mais des hypothèses en concurrence. Et eux, ce qu'ils disaient, je reviens à la précédente, très important, c'est qu'on va considérer que l'erreur que l'on a quand on va rejeter l'hypothèse nulle ne sera pas trop fausse à long terme. Ils n'ont jamais parlé d'emblée de poser une conclusion sur une seule valeur, sur une seule expérience. Pour eux, le risque alpha était quelque chose qui était à long terme. Dès leur papier. Sur un nombre répété d'expériences. Exactement. Et ça, c'est fondamental, on l'oublie. Donc le résultat, voilà leur démarche. Et ils ont introduit avec hypothèse nulle l'erreur de type 2 à x bêta, qui pour Fischer était une hérésie. Alors pourquoi, du coup, on se retrouve à P005 et alpha 005 dans Pearson? Tout bêtement pour des raisons pratiques. Tout bêtement parce que, à l'époque, la table de Ki2 en particulier était sous droit d'auteur, qu'ils ont voulu qu'il y ait avoir quelque chose de très pratique à utiliser dans la routine, donc ils ont donné des valeurs pour des quantiles donnés. Donc ils ont fait des tables avec des distributions du Ki2, les valeurs seuil pour 0,1, 0,05, etc. Et donc le domaine d'interprétation était réduit à des quantiles donnés à l'avance. Et en réalité, comme 0,05 était quelque chose qui était déjà acquis pour le 1 sur 20, c'est comme ça que la probabilité a été figée. Et on a arrondi, c'est encore, vous voyez déjà 0,05 c'est un arrondi de 0,67, et là du coup ça c'est encore un arrondi donc du vraie valeur qui est 2 écarts types. Vous voyez, successivement comme ça on a des choses qui sont arrivées les uns après les autres. Et on aboutit maintenant à une industrie quasi orientée du test statistique. Voilà maintenant ce qui se passe. C'est que quand les gens ont des données, ils vont tout faire pour essayer de passer à ce 0,05 qu'avaient posé donc Neyman et Pearson, quitte à bidouiller, trouver le bon test et de façon à voir comment faire pour absolument passer. Parce qu'il faut que je puisse publier. Et avec des erreurs derrière, d'interprétation sur les derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces bêtises? Il y a un excellent papier de Steven Gutman qui a ventilé en fait 12 erreurs d'interprétation du petit p. C'est à ça que je vous recommande de le lire, c'est génial comme papier. Mais je vais me focaliser sur celles-ci, parce que c'est les plus fréquentes, les plus courantes. C'est que P égale 0,5 signifie que si on rejette l'hypothèse nulle, la probabilité de se tromper est de seulement 5%. Ce qui est faux. Deuxième, c'est qu'une conclusion scientifique doit être basée sur la signification de valeur P, qui est encore une énorme bêtise. C'est bizarre, mais c'est une bêtise. Pourquoi? On va faire appel pour cela à Bayes, donc probabilité conditionnelle, repris par Harold Jeffreys, qui a mis ça en route, qui a mis en place les statistiques bayésiennes qu'on connaît actuellement. Un truc tout bête qui sort de là. Ce qui nous intéresse, nous, qu'est-ce que c'est? C'est ça, cette conclusion. C'est quel est le risque de me tromper? Si je conclue en disant que ça ne marche pas ou que ça marche, quel est le risque que j'ai à de me tromper? C'est ce ratio qui t'intéresse, c'est ce pari. Quel est le pari que H0 soit vrai compte tenu des données, sur le pari que ça soit non H0 qui soit vrai compte tenu des données. Et bien ça, Bayes nous dit que ça peut être calculé. Ça peut être calculé notamment par ceci. Si on prend ici un pari initial, qui est de dire, quand je ne sais rien, j'ai autant de chances, soit en probabilité que ce soit H0 que ce soit HA, à ce moment-là, on peut le calculer. Et on se rend compte que, quel est le pari de se tromper en fonction de petit p? Vous voyez que si je prends un petit p à 0,05, le postérieur est de 0,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport en P de H0 et P de HA
est de 0,4. Presque 1 sur 2 pour les deux. Que si je suis à 0,03, je suis encore à 26 de ratio. Et alors là, pour descendre, vous voyez qu'il faut que je descende très bas. Et quel est le risque alpha que j'associe? Ben voilà la probabilité alpha. Probabilité de me tromper. Si je conclus avec P005, mon risque alpha de me tromper, il n'est pas de 5%. Il est de 0,29%. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a été prouvé, ça, derrière, en plus? Vous voyez que les physiciens, en fait, ont beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de grandes valeurs. Et ça, c'est une expérimentation assez remarquable. C'est des gens qui ont fait, surtout en data mining, qui ont fait un essai systématique en testant des grands nombres. Ici, même expérimentation, où on regarde quelque chose où on sait que c'est H0, et c'est même quelque chose où on sait que c'est HA, et on prend un nombre raisonnable d'expérimentation. Et on voit la distribution des P. On voit que dans le cas H0, le petit p est linéaire, pas de problème, c'est bien ce à quoi on peut s'attendre. Et on voit que si c'est HA, ben, le petit p tend plutôt vers les valeurs plus basses. Et c'est vrai que quand on est à moins de 0,05, surtout ici, là 0,2, ben, on a le petit p plus important dans HA que dans H0. Ça veut bien dire que si c'est différent, j'ai bien ma probabilité qui est de le petit p, la valeur que j'observe, elle est bien à ce niveau-là. Maintenant, ils ont pris la même chose, mais en décuplant les valeurs. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Ben, on observe que pour jusqu'à quasiment 10 puissance moins 4, le petit p, la probabilité est plus importante pour H0 que pour HA. C'est-à-dire que si vous, avec un grand nombre, si vous prenez un seuil à 5%, ben, vous retrouvez avec plus de probabilité d'avoir H0 que d'avoir HA. Tout ça parce que le petit p est tiré vers les valeurs très faibles. La conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il faudrait, dans les grands nombres, tirer les petits p, ne plus prendre un petit p à 5%, mais descendre plus bas. C'est ce que font les physiciens. Ils sont partis à la base, ils travaillaient sur 3 sigma. Ils ont fini là récemment à travailler sur 5 sigma. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un petit p à 2,7 10-7. Vous voyez ce que ça veut dire? Pour résumer, vous avez en fait en réalité actuellement 3 candidats qui existent. À la base, vous avez Fisher qui travaillait en fait sur la notion d'inférence inductive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, il n'y a que H0 qui existe. On n'a que H0, on mesure la tolérance de H0 par rapport aux données, et puis on n'accepte jamais H0. On fait que échouer à la rejeter. Et pour lui, il y a pratique peu de différence. Quand on a un P à 0,49 et P 0,051, bouf, c'est même ordre de grandeur. Pas grand-chose. Ce qu'on a reproché, c'est qu'il n'y avait pas de principe fréquentiste parce que petit p est basé sur une seule expérience. Donc on essayait de faire une inférence sur une seule expérience, pas sur une grande suite. On n'avait pas de tendance à long terme. À côté de ça, on a 10 000 personnes. Eux ont introduit HA. On a une statistique, on fixe un seuil, on regarde si on est au-dessus ou au-dessous, en fonction de probabilité de risque de seuil qu'on a fixé à l'avance, et puis on a un alpha, normalement c'est fréquentiste, c'est-à-dire c'est une tendance à long terme. Ça devrait être une tendance à long terme. Et pour eux, le P fichérien, c'est-à-dire que le P n'existe plus. Le P nous permet de dire quoi? Je suis au-dessus ou au-dessous de mon seuil où je tranche, je suis H0 ou je suis HA. Après, on ne redescend plus dessus. Le P n'existe plus en quelque sorte, c'est du consommable. On ne peut plus l'utiliser. Donc si j'ai un alpha à 0,05, 0,049 et 0,051 sont différents, parce que chacun est de chaque côté du seuil. Mais en fait, le petit p est oublié. C'est-à-dire que la probabilité d'observer une telle valeur, ben, elle n'existe plus, on l'a oublié complètement, on ne fait pas attention qu'alpha et bêta. Ça a été reproché, on a besoin de construire une hypothèse alternative, en fait, des hypothèses alternatives. Et puis, Fisher a souligné la totale incohérence du risque bêta, qui pour lui était une hérésie statistique. Puis à côté de ça, on a eu Jeffreys, qui est arrivé. Lui, il garde toujours H0 contre HA. Pour lui, on calcule le facteur de base que j'ai montré tout à l'heure. On regarde là-dessus, ça nous permet surtout de calculer le ratio a posteriori, la vraisemblance de H0 par rapport de HA. Le pari de se tromper quand on dit qu'on a une différence. On a reproché le choix du prieur de dire ben, je sais que H0 et HA à la base, pour moi, c'est équiprobable, alors que
Ça devrait être asymétrique. Et pour les gens, ce n'est pas assez fréquentiste. Donc au total, on a en effet un accident qui était totalement prévisible. Parce que les gens se sont mis en désaccord, que personne derrière n'a pu faire de synthèse entre ces différentes hypothèses, différentes démarches. Résultat, on a actuellement une tendance qui est d'utiliser la Gaussian Pearson en faisant appel à la mesure du petit p, alors que si on fait du alpha, on doit oublier petit p et ne plus en discuter. Donc on a une espèce de bouillie pour chat. Niemann disait de Fichless que c'était pire que sans utilité. Fischer sur Niemann, c'était enfantin, que c'était horrible pour la liberté intellectuelle. Leur type 2 était le résultat d'une confusion mentale. Goodman a bien dit, de toute façon, que le P tel qu'utilisé n'a jamais été conçu pour faire ce qu'on en fait. C'est complètement idiot. Donc en réalité, en conclusion pratique, la question que l'on demande, c'est quelle est la compatibilité de mes données avec le rejet de H0. En gros, c'est ça. On se rend compte dans ces cas-là, le risque à Niemann-Pearson n'est absolument pas pertinent. Ce n'est pas du tout la question. Niemann-Pearson, c'est très bien pour l'industrie, c'est très bien pour les tests de qualité, c'est très bien pour des nombres raisonnables, mais après, quand on va très loin, faire de la vraie inférence, ça ne marche plus. C'est pas bon. Donc, le P fichérien devrait être plus adapté, mais le problème, c'est que justement, c'est une carte vis-à-vis du territoire. Donc, ça demande de discuter des conclusions. Fischer lui disait, j'ai une observation qui est inattendue. Et maintenant, pourquoi est-elle inattendue? Ça peut être aussi bien les résultats que l'expérimentation, qui est mal conçue. Il faut en discuter. Mais ça demande plus d'intellectuel. C'est vrai, c'est dur de réfléchir. Et Niemann-Pearson, c'est l'usine, on bourre dedans, on regarde ce qu'elle a sorti, c'est terminé. Alors la solution, qu'est-ce que c'est? C'est éventuellement de calculer le facteur de Bayes. Et c'est surtout ce que fait maintenant la plupart de gens, content de faire maintenant, c'est d'essayer de voir s'il est possible de calibrer P, c'est-à-dire de changer la valeur de P en fonction du risque choisi, en fonction de l'effectif. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dedans. Et en fait, c'est Goodman qui propose en effet ce genre de démarche. Et la conclusion en fait que faisait Goodman, c'est que les nombres sont là où doivent commencer, c'est-à-dire le P, c'est là où doit commencer la discussion. Ce n'est pas la conclusion, c'est juste le début de la discussion. Voilà, je vous remercie.